Monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas de m'accorder une petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air, c'est très important pour le référencement. Pour commencer, nous revenons sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Alors que les médias agitent jour après jour les mesures à la mode, tout porte à croire qu'aucun texte de consensus ne sera trouvé et que le gouvernement macroniste finira par imposer sa copie. L'économiste Philippe Murer nous livrera son analyse dans cette édition. Également au programme, la propriété privée dans le viseur de l'État. La puissance publique française rogne peu à peu sur ce droit, pourtant considéré comme fondamental. Et puis nous reviendrons pour terminer sur le plan social de Nestlé. Après plusieurs scandales sanitaires, ce géant agroalimentaire accuse le coup et les salariés aussi. Nouvelle journée de budget pour rien. Alors que les députés débattent de dispositions qui partiront bientôt en fumée, le spectre du passage en force finale devient de plus en plus évident. Le point tout de suite. L'épreuve du budget peut-elle ressembler au chant du cygne d'Emmanuel Macron ? Après avoir repêché Sébastien Lecornu, faute de candidat à sa succession, le président de la République a installé durablement la situation de blocage qu'il a lui-même provoquée par la dissolution de 2024. Et les Français ne s'y trompent plus. Selon la dernière étude Odoxa, près de 8 sondés sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron est un mauvais président. Une proportion similaire estime que ce dernier leur ment. Cerise sur le gâteau, 69% des Français pensent qu'Emmanuel Macron n'est pas attaché aux valeurs démocratiques. Dommage pour le président qui s'est toujours présenté comme un recours face au chaos et l'autoritarisme. En réalité, l'essentiel de la population considère désormais qu'Emmanuel Macron n'est ni sympathique, ni compétent, ni soucieux des inquiétudes des Français. De quoi dresser le portrait d'un homme parfaitement obtus qui se marie à merveille avec la situation parlementaire actuelle. Avec un gouvernement d'extrême centre disposant d'aucune majorité pour diriger le pays, la rédaction d'un budget qui remplisse les exigences de 40 milliards d'économies est une véritable mission impossible. En effet, avec un nombre de députés trop faible pour asseoir son propre gouvernement, la Macronie doit trouver des soutiens chez les socialistes et les républicains, deux tendances opposées sur les questions budgétaires. Pour l'économiste Philippe Murer, la situation actuelle semble inextricable. Le péché originel, c'est que Macron n'a pas pu constituer un gouvernement majoritaire en s'alliant avec d'autres partis politiques. Donc, puisqu'en fait, les macronistes gouvernent avec 160 députés. Ni LR, ni PS, ni le PS ne sont avec le gouvernement. Donc, c'est un gouvernement ultra-minoritaire et Lecornu a lui-même précisé que ce budget, il doit être largement amendé et réécrit par l'Assemblée nationale. Ils l'ont qualifié de budget très parlementaire. Voilà. Le vrai problème, c'est qu'un budget, il n'a pas de vocation à être écrit par l'Assemblée nationale, et encore moins par une Assemblée nationale qui est divisée en 3 blocs complètement inconciliables. Donc on a une foire d'empoigne où chaque groupe essaye de se faire voir par l'opinion publique, qui pour défendre les pauvres pour la gauche avec la taxe Zuckman, qui pour défendre la baisse d'impôts pour la droite avec la défiscalisation des heures supplémentaires. En fait, les élus ne cherchent qu'à créer des marqueurs de gauche ou des marqueurs de droite, et on ne réfléchit pas à la réalité des choses. En fait, on est dans le marketing politique et on n'est pas dans une logique économique. Des intérêts partisans, donc, qui ne sont pas au service du redressement de l'économie de la France. En témoigne la mise sur le devant de la scène, d'abord de la suspension de la réforme des retraites et maintenant de la fameuse taxe Zuckman, aussi anecdotique sur le plan budgétaire qu'urticante pour la droite. Pas de capacité de changer vraiment au budget de la France, parce que même Zuckman dit que ça pourrait rapporter 15 milliards. Le problème de la France, c'est 160 milliards de déficit budgétaire. Donc déjà, c'est qu'une partie. Mais l'autre problème de la taxe Glucksmann, c'est que c'est un retour de l'impôt sur la fortune avec des niveaux très élevés. C'est-à-dire qu'on va dire à Bernard Arnault, par exemple, emblématique du débat public, que pour ses 150 milliards d'euros dans LVMH, il doit payer 2% de 150 milliards. C'est la logique. 3 milliards d'euros. Or, Bernard Arnault touche 3 milliards d'euros de dividendes, donc ça voudrait dire que l'État prendrait l'intégralité des dividendes qu'il reçoit de LVMH. On est dans la spoliation. Tout ça, c'est une supercherie. On taxe les revenus, on ne taxe pas les patrimoines normalement, où on arrive à ces absurdités. Des absurdités totalement contre-productives, sauf pour le président. En effet, en confisquant les vrais débats sur les questions budgétaires au profit de quelques marqueurs qui catalysent les fractures, le temps passe sans que le texte ne puisse avancer efficacement. Une configuration qui va donc conduire à un blocage, lequel ne pourra être contourné par le 49.3, auquel Sébastien Lecornu a renoncé pour ne pas être censuré. Il n'en reste pas moins que l'exécutif pourrait tout de même passer en force.
le budget, il a été déposé le 14 octobre. Donc la logique, c'est qu'il y a 70 jours de débat au maximum, et que si jamais l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée sur ce budget, on ne trouve pas d'accord, eh bien l'article 47 de la Constitution permet au gouvernement de passer en force à ce moment-là et de déposer le budget le corps nu, de le mettre en vigueur par des ordonnances. Voilà. Donc on va se retrouver le 23 décembre, 2 jours avant Noël. Tout le monde aura été rendu fou par Macron. On aura débattu pendant des mois de ce budget pour arriver à un chantage. Ne faites pas tomber le gouvernement le 23 décembre avec une motion de censure, sinon nous n'aurons pas de budget pour 2026. Un chantage éculé qui fonctionne depuis plus d'1 an pour éviter la rupture et le blocage complet, obligeant Emmanuel Macron à partir. À croire que le président est décidément un très bon républicain, mauvais pour gouverner, mais efficace pour durer. La propriété privée va-t-elle disparaître en France ? C'est la question que l'on peut se poser avec les dernières avancées législatives et fiscales. Explication avec Olivier Frère-Jacques. Crise immobilière, spéculation, taux d'intérêt. Lorsque l'on parle de propriété, il est souvent question de la difficulté d'y accéder en France depuis plusieurs années. Mais au-delà de ces barrières conjoncturelles s'installe dans le débat public et à travers des mécanismes fiscaux une petite musique qui remet en cause le concept même de propriété privée tel que nous le connaissons. Ainsi, une loi de 2014 complétée par un dispositif de novembre 2019 défendu par un député MoDem, Jean-Luc Laglaise, adopté en première lecture, renforce la possibilité de dissocier le foncier et le bâti. Au Sénat, le texte n'a cependant pas encore été mis à l'ordre du jour. Ce concept consiste à dissocier le foncier, c'est-à-dire l'assise territoriale, du bâti, c'est-à-dire la construction à proprement parler. Dans des quartiers riches de grandes villes, le bâti ne représente qu'une part famélique du prix. Par exemple, à Paris, où certains biens atteignent plus de 20 000 € du mètre carré, celui-ci vaudra 8 à 10%. Une telle déconnexion entre le bâti et le foncier est déjà mise en œuvre en France dans des collectivités publiques et ouvre la voie à des prédations financières dangereuses pour les propriétaires du bâti, comme nous l'explique l'avocat Maître Frédéric Joachim. Elle n'est applicable qu'aux collectivités publiques dans un premier temps, dans l'attente éventuellement qu'une loi suive pour l'étendre à la propriété des personnes privées. Et ça consiste à créer des programmes immobiliers. Je crois qu'il y en a d'ailleurs qui ont déjà été créés à Paris par Madame Hidalgo, qui vont proposer à des primo-accédants à la propriété de n'acheter que le bâti, c'est-à-dire l'appartement. Et l'emprise au sol sur lequel la copropriété est bâtie reste propriété d'une collectivité, on appelle ça des syndicats fonciers libres, je crois, et qui vont ensuite donner un bail à la copropriété ou au propriétaire de l'appartement. Donc vous pouvez acheter un appartement pour 4 ou 5 ou 10 fois moins cher que la valeur qu'il représenterait, mais vous devenez locataire finalement du foncier, c'est-à-dire de l'emprise au sol. Et vous devez verser une redevance chaque année. Donc c'est une propriété qui est très particulière, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en droit français, et qui, si cela était étendu de façon générale à de nombreux programmes, pourrait permettre que les baux, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la loi, les baux qui portent sur l'aspect foncier de l'opération, qui sont concédés pour l'instant par des syndicats fonciers libres, qui sont des émanations de la puissance publique, puissent être cessibles. Et c'est là qu'il y a un danger, parce que à qui va-t-on céder ces baux ? Si on cède ces baux à des fonds de pension ou à des gens relativement moins bien intentionnés et qui vont chercher à tirer profit de cette opération, il peut y avoir un risque de dépossession du propriétaire qui va se trouver devoir verser des mensualités ou des indemnités considérables pour avoir le droit d'avoir sa construction sur un foncier donné. Un danger potentiel à terme pour les propriétaires qui pourrait être accru en temps de crise. Les collectivités pourraient ainsi se délester du foncier pour récupérer des liquidités. Le foncier serait ainsi racheté par des fonds qui cherchent un maximum de rendement et augmenterait considérablement les redevances à payer pour le propriétaire des murs. Pour Maître Joachim, cette faille dans le droit de propriété en France est à rechercher dans la rédaction même du Code civil qui aujourd'hui permet déjà de limiter le droit de propriété au nom de contingences écologiques par exemple. Pour bien comprendre ce qui se passe et voir comment tout était en germe depuis le début, se pencher sur l'article 544 du Code civil qui définit la propriété. Je crois que tout le monde sait que la propriété, c'est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ça, c'est la définition qu'on donne de prime abord et à laquelle tout le monde se rattache. Donc, ça a l'air d'être une bouée de sauvetage, quelque chose d'intangible, d'immuable et qui, contre vents et marées, pourra permettre de s'accrocher et de surnager sur les flots déchaînés. Mais en réalité, l'article se poursuit de la façon suivante.
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Et là, le législateur napoléonien a déjà prévu que la propriété puisse être un outil à disposition de la puissance publique pour que, en fonction de ses priorités du moment, celle-ci puisse en réduire, si vous voulez, la voilure qui deviendrait un peu à géométrie variable. Et c'est ce qui se passe, puisque, regardez, aujourd'hui, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements, vous savez qu'il est interdit de louer certains logements qui n'ont pas un diagnostic de performance énergétique suffisant ou compatible avec les exigences du moment. Exigences qui sont d'ailleurs repoussées un peu d'année en année parce qu'on se rend compte que sinon, plus rien ne serait possible. Vous savez également que dans certaines zones tendues, comme par exemple les grandes villes que sont Paris, ou Marseille ou Lyon, et puis des communes balnéaires telles que par exemple Saint-Jean-de-Luz, on a mis des dispositifs en place qui empêchent de louer. Une restriction au droit de louer un bien qui est encore limitée mais qui s'ajoute à toute une batterie de vexations fiscales et de taxes, notamment locales, qui écartent les Français de la propriété. Je vois dans l'avenir se multiplier des limitations au droit de propriété, des limitations de fait. Vous avez par exemple l'impôt sur la fortune dont le seuil de déclenchement n'a pas évolué, je crois, depuis sa création, alors que à argent constant, 1 300 000 € représente, il y a 10 ans, représente 1 650 000, j'ai fait le calcul, je crois, aujourd'hui, en 2025. Donc ça permet à l'État de capter beaucoup plus de personnes, de particuliers, dans la nasse, dans le filet, parce que les mailles du filet s'élargissent un peu et tout le monde peut finalement y entrer du fait de cette non-évolution, de cette non-actualisation du seuil de déclenchement de l'IFI. Vous avez énormément de choses comme ça, l'impôt foncier qui augmente considérablement, qui rend finalement la détention d'une propriété, la conservation d'une propriété quasiment impossible. Nous avons eu en moyenne nationale une augmentation de 9,7% et dans une commune comme Paris, pour satisfaire les délires créatifs de la maire de Paris, une augmentation, ou plus exactement essayer de compenser les dettes considérables qu'a accumulé la ville. Nous avons subi une augmentation de 50% de la taxe foncière. Et dans le même temps, alors que la taxe d'habitation était supprimée, à un grand renfort de promotion et de publicité, comme si on allait ainsi alléger la charge, le fardeau ou desserrer le collier qui pèse sur le citoyen, dans le même temps, on supprimait la taxe d'habitation, mais on la maintenait pour les résidences secondaires et on la maintenait en l'augmentant de façon considérable. Il y a des communes dans lesquelles la taxe d'habitation a augmenté de 60% en une année. En plus de ces restrictions du vivant, apparaît ensuite le matraquage successoral qui vient taxer le fruit du travail des contribuables tout en portant atteinte au principe de libre disposition des biens. Autant d'éléments qui font dire à Maître Joachim que déjà aujourd'hui, le droit de la propriété se limite à la durée de la vie et perd donc son aspect transcendantal de transmission entre les générations. Si, en droit de succession, vous héritez un bien qui vaut 1 million et que vous êtes obligé, pour avoir le droit de conserver ce bien, de laisser, mettons, 30% à l'État. Et en ligne directe, vous laissez 30% à l'État. Est-ce qu'on vous pouvez dire que le droit de propriété n'est pas massacré quelque part? Si, parce que la propriété, c'est le droit de transmettre. Sinon, ça s'appelle plus de la propriété, ça s'appelle de la jouissance viagère, juste pour la durée de votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usufruit, par exemple, ou un droit de jouissance. Donc, en Angleterre, on achète un droit de jouissance pour 99 ans, par exemple. Mais en France, on a un droit de propriété qui est absolu. Et si on limite, en pompant un pourcentage sur cette somme, l'équivalent argent de ce que vous héritez, on porte atteinte à la notion de transmission, parce que celui qui reçoit ne reçoit pas l'intégralité de ce qu'il aurait dû recevoir de son père, de son grand-père, enfin de son auteur. Donc en réalité, c'est juste un droit pour la durée de votre vie, la propriété aujourd'hui. Nestlé au régime, le groupe agroalimentaire suisse aux multiples scandales va supprimer plusieurs milliers d'emplois, une annonce qui pourrait concerner aussi des entreprises françaises dans un climat économique de plus en plus pessimiste. Renaud de Bourleuf. Le géant de l'agroalimentaire grignote ses effectifs. Jeudi 16 octobre, le directeur général du groupe Nestlé a annoncé la suppression de 16 000 postes dans le monde. C'est une réduction de près de 6% de ses effectifs qui va se dérouler au cours des 2 prochaines années. Le groupe suisse Nestlé compte 277 000 salariés et comprend 2000 marques, dont les cafés solubles Nescafé, la poudre chocolatée Nesquik ou encore les barres chocolatées KitKat. L'économiste Laurent Izard revient sur les raisons qui ont pu amener un tel groupe à un plan social aussi important. Je crois qu'il faut tout d'abord préciser que Nestlé est loin d'être que ce groupe multinational à mettre en œuvre un vaste plan de suppression des effectifs. D'autres l'ont fait récemment, comme Microsoft, Goldman Sachs, Ford, Thyssen, ST Microelectronics, et dans l'agroalimentaire, Unilever ou Danone.
Alors ça s'explique par des facteurs internationaux, le ralentissement de la croissance mondiale, une pression concurrentielle internationale de plus en plus forte, une augmentation du coût des matières premières, de l'énergie, et puis aussi pour certaines entreprises une baisse de la demande des produits de grandes marques au profit des marques de distributeurs. Comment on peut expliquer 16 000 suppressions de postes ? C'est avant tout le résultat d'une volonté de réorganisation de l'entreprise. Nestlé a pratiqué depuis quelques années une stratégie de croissance externe en rachetant de très nombreuses entreprises de l'agroalimentaire comme Purina ou Nespresso. Et du coup, ça a engendré un organigramme complexe avec de nombreux doublons. Alors logiquement, il y a une volonté aujourd'hui de rationaliser l'organisation, de la rendre plus agile. Et ça passe par une suppression de postes. Sur ces 16 000 suppressions de postes, il s'agit principalement d'emplois tertiaires et même de cadres. Alors il y a aussi 4 000 postes plus liés à la production et qui sont liés à l'automatisation des tâches. Voilà, moi je pense que c'est avant tout une volonté stratégique, même si c'est vrai que les résultats financiers, sans être mauvais, ne sont pas excellent pour Nestlé. Le groupe Nestlé a été éclaboussé par quelques scandales sanitaires, d'abord l'affaire des pizzas Buitoni contaminées en 2022. Des pizzas à pâte crue de la gamme Fresh Up auraient causé la mort de 2 enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie Escherichia coli. En mars 2022, le groupe avait rappelé ses pizzas et fermé les 2 lignes de production de l'usine de Buitoni de Caudry dans le Nord. Le mois suivant, la préfecture y avait interdit toute activité, les autorités sanitaires ayant établi un lien avec la consommation des pizzas Fresh Up. L'affaire avait entraîné une chute importante de ses ventes. Il y a eu ensuite l'affaire Nestlé Waters en 2024. L'association Foodwatch dénonce des filtrages interdits pour les eaux de source et minérales, filtrage à UV, charbon actif, microfiltration, sur des eaux destinées à être mises en bouteille et vendues sans que les consommateurs n'en soient avertis. Concrètement, Nestlé Waters faisait croire à ses consommateurs qu'il leur vendait de l'eau minérale naturelle alors qu'ils vendaient de l'eau anciennement contaminée qui avait été traitée de façon illégale. Étaient notamment concernés les eaux Perrier, Contrex, Vittel et Épar. Rappelons qu'au scandale sanitaire s'était ajouté un scandale politique. L'Élysée était au courant de ces pratiques depuis 2022. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été convoqué à une commission d'enquête au Sénat. Il s'est défilé invoquant le prétexte de la séparation des pouvoirs. Mais si ces 2 affaires ont installé de la méfiance des consommateurs envers Nestlé, ce pourrait ne être qu'une cause secondaire dans le plan social annoncé il y a quelques jours. Je ne pense pas que ce soit la cause première. Alors évidemment, l'image du groupe s'est détériorée, c'est absolument certain. Et puis il y a eu aussi une crise au niveau de la direction. On a évincé pour des raisons un petit peu compliquées, mais personnelles, l'ancien directeur général. Et il a été remplacé par Philippe Navratil récemment. Et c'est ce nouveau CEO, si vous voulez, qui met en place ce plan qui vise quand même à réaliser 3 milliards d'économies. C'est pas rien. Donc il y a vraiment une volonté de réorganisation et de recentrage stratégique avant tout. Notons que le groupe Nestlé compte plus de 8000 emplois en France. Les détails du plan social ne sont pas encore connus. Mais alors que le pays bat des records en matière de défaillance d'entreprise, d'autres vagues de licenciements sont à craindre dans les mois à venir, dans divers secteurs, notamment l'automobile. On a une économie aujourd'hui qui marche au ralenti et je pense qu'on risque d'avoir de mauvais résultats chiffrés qui vont bientôt arriver, à la fois sur l'emploi, sur la croissance. C'est pas un hasard si la note de la France a été dégradée par les principaux organismes de notation. C'est un indicateur tout à fait pertinent et on voit bien que notre économie aujourd'hui est à l'arrêt. On voit bien que les perspectives sont plutôt mauvaises. Les indicateurs sont globalement rouges, même si on arrive encore à avoir une certaine croissance. On n'a pas, si vous voulez, de raison de penser que les choses vont s'améliorer à court ou moyen terme. Et la concurrence chinoise devient de plus en plus intense. Les entreprises chinoises, comme BYD par exemple, vont proposer et commencent à proposer aujourd'hui des voitures qui sont 30% moins chères que les voitures françaises, malgré les droits de douane, pour une qualité équivalente supérieure. C'est quelque chose qui n'est pas compatible avec une évolution positive de nos entreprises automobiles. Et l'on poursuit avec Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en France, en bref. Macron inexistant face au Mercosur. Ce mardi, 44 organisations, dont des ONG environnementales et agricoles, ont publié une lettre appelant Emmanuel Macron à clarifier la position de la France sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Elle demande au président de s'engager à bloquer le texte qu'elle juge incompatible avec les engagements climatiques et agricoles de la France. Cette initiative met en lumière les tensions croissantes autour de ce dossier qui engendre une concurrence déloyale de plus en plus dramatique pour les agriculteurs français, notamment en raison de déséquilibres entre les normes sanitaires.
Il n'en reste pas moins que le Mercosur est entre les mains de Bruxelles et que le Parlement français, à l'instar du président, n'a visiblement plus aucun pouvoir pour l'empêcher, une criante démonstration de notre perte de souveraineté. La précarité énergétique explose en France. Selon le dernier baromètre du médiateur national de l'énergie, 36% des foyers français déclarent avoir eu des difficultés pour payer leurs factures d'électricité ou de gaz cette année, un record depuis la création de l'enquête. Plus alarmant encore, près de 3/4 des ménages ont réduit leur chauffage pour tenter de limiter leurs dépenses. Une réalité qui touche de plein fouet les classes moyennes, confrontées à la flambée généralisée des prix dans un contexte de stagnation des ressources. Face à cette situation, le médiateur appelle à renforcer la protection des consommateurs et à garantir un accès minimal à l'énergie, même en cas d'impayé. Une déclaration qui devrait aboutir à ce que les classes moyennes, respectueuses des règles et du droit, paient encore un peu plus pour ceux qui refusent de payer. Les vols et profanations dans les églises se suivent et se ressemblent. Dimanche, dans le Nord, des objets liturgiques ont été volés dans l'église de Dourlé. À quelques kilomètres, des profanations ont été constatées dans l'église de Liesse, avec un tabernacle fracturé et des hosties renversées. Plus tôt dans le mois, 3 personnes avaient été arrêtées dans l'enquête sur la série de cambriolages visant des églises des Hauts-de-France et de la Marne. Ils ont été mis en examen pour recel d'objets religieux. La série continue et sévit dans le reste de la France. Hier lundi, dans les Landes, 3 individus ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dax pour vol de biens dans des édifices affectés au culte, accompagnés d'actes de dégradation. Ils auraient commis au moins 27 vols dans les églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le plus souvent accompagnés d'actes de profanation. Un phénomène qui suscite peu d'attention des pouvoirs publics. Fin septembre, 85 sénateurs ont signé une tribune appelant le gouvernement au respect des lieux de culte chrétiens et à une meilleure protection. Retour à la normale après une circulation ferroviaire perturbée dans le sud-est de la France. Dans la nuit de dimanche à lundi, des incendies volontaires au sud de Valence ont endommagé des câbles ferroviaires. La circulation a été affectée pendant toute la journée de lundi, principalement pour les TGV entre Paris et Montpellier, Nîmes, Perpignan et Barcelone. De très nombreux trains étaient supprimés, d'autres accusés jusqu'à 5 heures de retard. J'ai été averti ce matin de l'annulation de mon train suite aux actes de vandalisme et j'ai donc trouvé une solution bus pour me rendre en Alsace. Étant donné que la totalité des trains, la circulation du TGV est interrompue pour aujourd'hui, compromise également pour demain au vu du nombre important de passagers qui vont prendre le train. On a pris un train à 7h10 des Arcs Draguignan et en fait on s'est retrouvé en plein milieu du train à nous dire on vous évacue à Marseille Charles de Gaulle, donc voilà. Du coup Paris annulé pour le moment. On a essayé de voir pour un train pour demain, ils sont déjà tous complets. J'ai reçu un mail au dernier moment, comme quoi mon train était annulé. Et je cherchais à prendre un autre train et tout était complet. Et j'attends là, je suis là depuis 6 heures. Et le seul train que j'ai pu obtenir, c'est un train à midi pour arriver à Lyon. Et je suis même pas sûr que mon train n'est pas annulé. Alors du coup, je suis dans l'attente. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie et les motivations des auteurs. Notons que des faits similaires ont eu lieu en septembre sur la ligne Bordeaux-Toulouse. 4 incendies avaient été déclenchés à proximité des rails en Gironde, provoquant de nombreuses annulations de trains. Et continuons avec l'actualité internationale. Une nouvelle alliance stratégique sur les terres rares pour Washington. Ce mardi, les États-Unis et le Japon ont signé un accord visant à sécuriser leur approvisionnement en terres rares, essentielles pour les technologies de pointe et la défense. L'accord prévoit un renforcement de la coopération dans l'extraction et le traitement de ces matériaux stratégiques. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l'oncle Sam et la Chine, principal fournisseur mondial. Elle fait aussi écho aux récentes annonces de Donald Trump à Kuala Lumpur en Malaisie où il a obtenu des engagements d'une majorité de pays de l'ASEAN pour sécuriser les approvisionnements régionaux et protéger les chaînes d'approvisionnement américaines. Rappelons que le président américain et le président chinois Xi Jinping vont se rencontrer jeudi au Japon. Elon Musk a l'offensive contre Wikipédia. Le patron de Tesla, mais aussi de X, ex-Twitter, a décidé de lancer Grokipédia, sa propre encyclopédie en ligne intégrée à son réseau social. L'objectif, proposer une alternative à Wikipédia que le milliardaire accuse d'être idéologiquement biaisée et dominée par une élite progressiste. Grokipédia sera donc alimenté par son intelligence artificielle Grok, censée garantir une information libre et non filtrée.
Une offensive qui s'inscrit dans la croisade d'Elon Musk contre les institutions jugées woke et politiquement orientées. C'est donc une nouvelle étape de la guerre culturelle qui s'ouvre pour, à minima, remettre de la pluralité sur ces outils numériques. Washington de plus en plus agressive à l'égard de Caracas. Rick Scott, sénateur républicain de Floride, a menacé le président vénézuélien Nicolás Maduro dans un entretien sur CBS, expliquant que ses jours étaient comptés. Le sénateur lui a ensuite conseillé de fuir en Russie ou en Chine. Ces déclarations interviennent après une montée de tension dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela, au prétexte de lutte contre le trafic de drogue. Le gouvernement vénézuélien a d'ailleurs récemment affirmé avoir démantelé une cellule criminelle financée par la CIA. Selon Caracas, l'objectif aurait été d'organiser une attaque contre un navire de guerre américain dans les Caraïbes pour justifier ensuite une prétendue riposte de Washington. Une attaque sous faux drapeau en somme. Tout porte à croire que l'offensive américaine contre le président héritier d'Hugo Chavez n'est plus qu'une question de temps et d'arguments. Score écrasant pour la réélection d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Pour son 4e mandat, à l'âge de 83 ans, le président ivoirien affiche un score de 89,77% des voix. Un raz-de-marée à relativiser puisque la participation à l'élection serait d'environ 50% et que les principaux opposants au président en place ont été écartés du scrutin, engendrant donc une forme de boycott dans la population. Point positif, l'appel aux urnes a été marqué par beaucoup moins de morts que lors des précédentes élections. En 2010, plus de 3000 personnes avaient perdu la vie et 85 en 2020. Cette fois, seuls 6 Ivoiriens seraient morts pendant la campagne, dont 3 le jour du scrutin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le lieutenant-colonel Rémi Bernier pour évoquer l'histoire d'une unité de forces spéciales françaises, le premier RPIMA. La traque des criminels de guerre issus de ce conflit de Bosnie. Donc, il y a une liste secrète qui avait été établie conjointement, par le tribunal pénal international de La Haye et qui a été confiée conjointement aux Allemands et aux Français. Et donc, les unités spéciales, le tout jeune KSK allemand, les forces spéciales allemandes, étaient aussi impliqués dans cette liste, dans cette traque. Et les Français, bien sûr, c'est le COS qui a... Et nous, le premier RPIMA, bien sûr, on a participé tout de suite à cette... je ne dis pas une chasse, mais il fallait quand même faire un travail de policier dans un pays étranger et pas toujours protégé juridiquement à la juste mesure. Voilà, donc c'est vrai que nous, c'était pas simple. Il fallait appréhender, le terme juridique était exactement ça, mais et remettre aux autorités de La Haye les gens qui avaient été suspectés d'être, qui étaient recherchés par le tribunal. Voilà. Et voilà, à présent, c'est le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité. Portez-vous bien. Bonsoir.